Or, à la prison centrale de Yaoundé, qu'est-ce qu'on mange? Donc, je suis arrivé là-bas, j'ai vu comment est-ce que les prisonniers mangeaient dans des poubelles. Et dans ces poubelles, c'est là où les femmes qui habitent le quartier qu'on appelle Lungas et d'autres hommes aussi des quartiers populaires viennent jeter leurs urines, leurs caca et tous leurs déchets. Mais ces prisonniers sont obligés de manger dans la poubelle. J'ai des noms que j'ai cités dans mon livre et que je pourrais encore vous donner tout au long de cette émission, de cette communication, de cette causerie, parce que j'ai vécu ce malheur. Quand je suis arrivé à la prison centrale de Kondengui, toute personne qui arrive là-bas, vous dirigez dans ce qu'on appelle le quartier 4. Donc, on appelle ça la cellule de passage. C'est de là où vous comprenez la douleur. Parce que d'abord, vous passez, comme d'habitude, la nuit par terre. Seul le chef de cellule a un matelas ou un lit. Et bien sûr, que quand vous y êtes, c'est là où les souris commencent à vous attaquer. Et la prison est répartie en plusieurs quartiers. Ce que vous avez vu hier, c'est là surtout qu'on appelle le Kosovo. C'est-à-dire des quartiers, des gens qui sont des grands brigands, qui ont été arrachés à leur famille et qui arrivent là. Parce que je ne voudrais pas vous présenter tous les quartiers, par exemple comme le quartier numéro 1 qui a été refait un peu par l'Union européenne. Je ne peux pas vous parler des quartiers spéciaux où se trouvent des gens comme les Mendozé, ou encore les gens Maria Tanebara, ou encore les Mbemboé comme ça. Mais je vais vous parler plus de ces quartiers où on entasse le monde et où on m'a envoyé. J'ai été envoyé au Kosovo. Le Kosovo a été conçu pour 300 places. Mais au Kosovo, il y a 3000 prisonniers. Quand on entre, on est directement en enfer. J'ai été au local numéro 107. Quand j'arrive au local numéro 107, je me rends compte que c'est une cellule de 4 mètres sur 5. Ce n'est pas pour moi. Je trouve qu'il y a déjà 47 occupants. Et le chef de la cellule, comme on appelle le local, il se surnommait Valderrama. 20 ans de prison qu'il avait déjà passé là. Et il me dit, soyez les bienvenus. Et ici, il y a des règles. Les premières règles, c'est que lorsque vous arrivez au Kosovo, on vous appelle dormataire. Cela veut dire que pendant 2 semaines à 1 mois, vous devez dormir par terre. Et au-delà de ça, vous devez vous-même aussi être puni de ce qu'on peut appeler les tâches. Donc, par exemple, c'est vous qui lavez la cour, c'est vous qui lavez les WC. Imaginez donc que le quartier Kosovo, c'est le quartier 8 et le quartier 9. Et que vous vous retrouvez au moins avec 2400 personnes à 3000 personnes. C'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup de gens au Kosovo, c'est 2400. Et actuellement, ils sont plus de 3000. Je dis bien que ça a été conçu pour 300 places. Et imaginez 3000 personnes pour 3 WC, qui sont d'ailleurs des WC turcs, d'autres sont bouchés. Vous ne pouvez même pas avoir une intimité. Les gens dorment par terre, dehors, parce que les cellules sont surchauffées. Je vous ai dit, j'étais
J'ai trouvé 47 personnes, donc j'étais la 48e personne. Et chaque jour, ça augmente. C'est-à-dire que quand j'ai passé 2 semaines en prison, nous étions déjà 55. Et dans les autres cellules, il y avait 65, 70, voire 80 personnes. Donc imaginez la chambre de votre fille ou de votre petit garçon. On y entasse 60 à 80 personnes. Imaginez ce que ça peut être. C'est dans ces conditions que je suis arrivé là-bas. Et au Kosovo, il y a les anciens qui ont ce qu'on appelle les petits lits. Ça peut être 5 de 3 étages. On appelle ça les mandats. Les mandats, ça appartient aux anciens prisonniers. Dans les autres, vous êtes les dormataires. Et ce que les prisonniers revendiquaient hier, comme je vous ai dit, j'ai vu des gens manger dans la poubelle. Des bâtons de manioc périmés de plus de 2 semaines. Des bouts de pain ayant des règles de femme. Mais ils prennent, ils mangent. Parce qu'ils viennent d'où? On les arrête à l'ouest. On les arrête au Grand Nord. On les arrête dans les régions anglophones. Et on vient les entasser au Kosovo. Alors qu'il y a des prisons là-bas. Le Cameroun compte 73 prisons. Selon le ministre de la Justice, 16 000 places. Mais sur les 16 000 places, c'est selon ce qu'il dit. En réalité, on est à plus de 50 000 prisonniers. Il ne donne même plus les chiffres. Et imaginez donc que ces gens qui ne reçoivent pas des visites, parce que leurs familles sont loin, doivent manger quand? Une seule fois. Et qu'est-ce qu'on mange? On vient avec un seau de 5 litres, voire 10 litres. Parce que quand c'est 10 litres, c'est au milieu. C'est là où on met un peu de riz, cuisiné par d'autres prisonniers. Ce riz-là n'est même pas lavé, avec des cailloux et tout et tout. Puis on prend une sorte de sauce blanche dans un petit machin comme ça. On arrose. On dit que c'est une sauce d'arachide. Si vous regardez les marmites dans lesquelles on cuisine à Kondengui, je vous jure, vous allez vomir pendant des mois. Et lorsque la ration alimentaire arrive, la ration alimentaire arrive à 11 h du matin. C'est les prisonniers qui viennent donc avec les chefs de salles, de cellules, de locales, comme on appelle là-bas, qui viennent. Vous avez un petit bol comme ça. C'est les autres qui ont une sorte de petit plat. Donc le petit bol du riz, c'est comme un verre d'eau. C'est là où on vous met. Et vous attendez le lendemain à 11 h. Vous attendez le lendemain. Ça c'est mardi, jeudi, dimanche. Après, il y a le haricot. Le haricot qui peut être dur. Le haricot qui n'a même pas de sel. Ou qui a... Et puis c'est les cuisiniers qui le font. C'est les prisonniers qui le font. On vient, on vous le sert de la même façon. Donc, quoi qu'on dise, vous êtes contraint de ne pas... C'est-à-dire que quand vous finissez à 11 h, à 11 h 2 minutes, vous avez trop faim. Et vous êtes soumis à l'esclavage. Et cet esclavage, c'est quoi? Ce que l'on appelle en prison les totems. Vous prennent en esclavage. Par exemple, il y a des jeunes enfants de 9 ans jusqu'à 15 ans qui sont à Kondengui. Et le quartier des enfants, quand j'y étais, c'était le quartier 13 qui a été divisé pour qu'on donne une partie à Tambabara. Ces enfants sont récupérés par des prisonniers qui ont déjà fait plus de 20 ans, voire 15 ans, qui sont là. Et qu'est-ce que ces enfants, à 22 h, deviennent? On leur donne un morceau de couscous, on leur donne un morceau de pain, et hop,
On ferme ce qu'on appelle le mandat, ces petits lits-là. Imaginez ce qui se passe. Les anciens prisonniers, ils ont des vaselines. Vous qui êtes dans la cellule, vous vivez ces horreurs avec des gamins qui crient. Vous ne pouvez rien faire. La seule chose que j'avais à la prison de Kondengui, comme je vous ai dit, parce que je n'avais jamais mangé là-bas, en prenant uniquement des bananes. C'est cette chose qui m'a sauvé. Parce que je n'avais que le livre de Dieu, la Sainte Bible, qui m'a été offerte, regardez bien, le 19-11-97, par Madame Wantou Siantou Marceline. C'est le seul document que j'avais en prison. Et j'ai prié, mais étant convaincu que je ne pouvais pas sortir vivant. Et c'est pour cela que j'écrivais tout ce qui se passait là-bas. Je le mettais dans ma Bible. Et je le mettais à un certain monsieur qui a fait une dédicace ici et qui a été tué par le régime. Il s'appelait Bunja. Voilà son numéro qu'il avait laissé ici. Ça s'est déjà effacé. Je vous ai dit, c'est l'ancienne Bible. Mesdames et messieurs, le temps que j'ai passé à la prison centrale de Yaoundé, il m'a fallu au moins 2 ans pour pouvoir dormir. Parce que je me réveillais après ma sortie en sursautant. Parce que je revoyais les scènes d'horreur. La première nuit que j'ai passée à la prison de Yaoundé, on transportait un cadavre qui puait, qui avait déjà fait là plus d'une semaine avant mon arrivée, qui était mangé par des souris. En un mois, moins d'un mois, j'ai vu des gens au Kosovo mourir à côté de moi. Vous partez à l'infirmerie crier, il n'y a personne. Puisque toutes les prisons du Cameroun n'ont que 8 médecins pour 73 prisons. Et actuellement même c'est moins. Et toute la prison de Kondengui avait une seule femme qui venait faire 30 minutes et qui s'en allait, qui ne pouvait pas soigner les gens du Kosovo. Et dans ce Kosovo, je voyais des gens mourir à côté de moi. Matin, midi, soir. Des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui n'ont pas été condamnés. Des gens qui n'ont même pas été jugés une seule fois. Ou alors des gens qui ont été relaxés après avoir été enterrés. Quand on vous parle des prisonniers de Kondengui, on vous arrête, vous n'avez rien fait, on ne vous juge pas. 97% des détenus de la prison centrale de Yaoundé, tout comme ceux de Douala et partout au Cameroun, sont des prévenus, donc des supposés innocents, des présumés innocents, selon la loi. Comment on peut donc se précipiter? Aller arrêter des gens, des journalistes qui n'ont pas été condamnés, aller les mettre au Kosovo avec des enfants de 9 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est dans ces milieux-là que se forme le grand banditisme. C'est dans ces milieux-là que vous voyez que l'être humain n'est rien. Parce que quand vous voyez un prisonnier tombé avec des chaînes aux pieds, oui, parce qu'à Kondengui, les gens ont des chaînes aux pieds. Ils sont envoyés dans l'isoloir. Là, il n'y a ni lumière, ni eau, ni rien. Et là-bas, ils sont mangés par des souris. Et quand vous mourrez, on
vous transporte pour aller vous déposer dans des caissons derrière. Chers Camerounais, je vous prends un témoin. Depuis que vous êtes nés, est-ce que vous avez entendu dans les communiqués radio que une famille ou bien qu'on a perdu quelqu'un à Conakry? Non. Parce que dès que vous mourrez, les prisonniers du Kosovo, ils sont ramassés et ils sont déposés, abandonnés, pourrissent. Et c'est tard que lorsque les organes humains sont prélevés, dont les dents, et ce qu'ils appellent l'eau de cadavre, qui sert souvent de poison, c'est-à-dire que quand un cadavre est en putréfaction, ils prélèvent ça, ils mettent dans des pénicillines, et c'est ça qu'ils revendent. C'est ça qu'on appelle poison là. Et ces gens, ces cadavres, qui sont des animaux, comment est-ce que ça fait après? Eh bien, on essaye juste de dire à d'autres prisonniers de les transporter au milieu de la nuit, entre 2h et 3h du matin. Ces prisonniers les transportent, les mettent dans un camion. Le même camion qui transporte aussi les prisonniers pour aller au palais de justice. C'est là où on met les cadavres. Les prisonniers qui transportent ces cadavres n'ont rien pour se protéger. Et on arrive avec ces cadavres vers la route de Soie, avant l'université. On appelle là-bas le cimetière d'Onkolfoulou. C'est un cimetière communautaire. Il y a des fosses communes où on jette des cadavres. Et quelques pelletées de terre, c'est terminé. Je n'ai pas besoin. Parce que si je parle, beaucoup qui m'écoutent vont dire, mais c'est quelles histoires d'horreur qu'il est en train de raconter là? Peut-être c'est une imagination. Voici quelques éléments que je vais vous montrer et leurs familles sont disponibles au Cameroun. En un mois, en un seul mois, voilà, au mois d'août 2003, lorsque j'arrive à la prison de Yaoundé, voici le nom des cadavres. Voici comment ils ont été enterrés. Voici le jour où ils ont été arrêtés, sans être jugés. Et comment ils sont morts. Je vous donne des noms. Ces noms figurent dans mon livre. Je vous ai dit, j'ai un livre qui a été donné à de grandes maisons que je garde comme un testament. Il n'est pas entre mes mains. Il n'est plus entre mes mains. Parce que j'ai voulu le protéger. J'ai voulu protéger ces enquêtes pour que ça serve pour la postérité. Le jour où je suis arrivé en prison, le cadavre qu'on portait, qui puait dans toute la prison. Ce monsieur s'appelait Ondoa Etoga Lucien. Il est arrivé à la prison de Kondengui le 18 juin 2003. Il est mort le 1er août 2003. Il a été enterré une semaine après à Soie, en Kolfoulou. Je dis bien, sans accueil ni rien, jeté dans la fosse commune. Le deuxième cadavre que j'ai identifié s'appelle Mbapierre. Il est arrivé à la prison de Yaoundé le 28 février 2003. Il est mort le 2 août 2003, enterré dans les mêmes conditions. Je m'étais levé particulièrement
pour aller voir au moins le médecin de la prison de Kondengui pour l'aider quand il avait convulsé. Elle m'avait répondu, ce n'est pas le médecin qui va chercher les malades, c'est les malades qui vont chez le médecin. Il est mort devant nous tous. Tchoukwe Tchoutan est arrivé à la prison de Yaoundé le 27/09/2002. Je l'ai trouvé enchaîné. Donc, enchaîné dès son arrivée du 27/09/2002 jusqu'à sa mort qui est survenue le 11/08/2003. Il a fallu que le régisseur aille appeler un soudeur à l'extérieur pour qu'on vienne nous couper les chaînes à ses pieds. Les chaînes étaient déjà entrées dans la chair. Son cadavre, bien évidemment, a été jeté. Ndiapol Nazer est arrivé en prison le 8 mai. Non, oui, le 8 mai 2000. Il avait une épouse belge qui s'est battue parce qu'elle ne savait pas ce qu'on reprochait à son mari. Il n'y avait même pas de plaignant. Juste parce qu'un commissaire avait décidé que, bon, il semble que tu m'as manqué de respect, je vais te jeter en prison. On lui a collé des motifs farcesques jusqu'à ce qu'il est mort le 23 août 2003. Mais ce qui est extraordinaire dans son affaire, c'est qu'il meurt le 23 août 2003. La justice camerounaise sort son dossier le 25 août 2003, donc 5 jours après sa mort, lorsque l'épouse belge est déjà revenue au Cameroun. C'est là où on le juge et on le déclare innocent. Je voudrais quand même attirer l'attention des gens là-dessus. Voilà quelqu'un qui est innocenté. Il n'est même pas dédommagé. Et son épouse n'a même pas pu récupérer son cadavre à monsieur qui est mort à fleur de l'âge. Rien. Je vous prends le cas de Média Pierre. Il est arrivé à la prison centrale de Yaoundé le 16 juin 2003. Il est mort le 23 août 2003. Lui aussi, même chose. Enterré dans les mêmes conditions, le cadavre enlevé au milieu de la nuit étant déjà pourri, avec des souris qui étaient à l'intérieur de son ventre. Je vous prends le cas de Poulewo Jean. Il est arrivé à la prison de Yaoundé le 11/11/2001. Il est mort le 25 août 2003. Dans les mêmes conditions. Ndogmo Moïse est arrivé à la prison centrale de Yaoundé le 12/4/2003. Il est mort le 27/08/2003. Dans les mêmes conditions. Devant moi, j'ai vu des cadavres, des gens comme Mété,
informant. Un qu'on surnommait Lapiro, je ne connais pas très bien son nom. Il y avait Oscar Olinga, il y avait Ongono Sylvanus. Leurs cadavres gisaient partout, là, à Kondengui. Donc, imaginez déjà, pour la santé des prisonniers eux-mêmes, qui se retrouvent dans une cellule exiguë, avec des gens comme moi quand j'étais là, des gens tous secs. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas subi les examens, les tests tuberculiniques, pour savoir s'ils n'avaient pas le bacille de corps. Donc, vous vous retrouvez avec des tuberculeux, vous vous retrouvez avec des cadavres au milieu d'une prison. Je ne peux pas vous dire plein de choses. Quand vous voyez les autres, j'ai vu un gars qui s'appelait Cholire Banama avec un autre petit garçon. Lorsque je les approche parce qu'ils me demandaient de la banane, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils me disent, mais mon grand, vraiment, on ne sait pas ce qu'on fait là. C'est un qui essaie de se débrouiller, l'autre ne savent même pas s'exprimer. C'est là où ils me révèlent qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils mangeaient dans la poubelle. Ils ont été arrêtés à Mokolo, là-bas. Puis ils ont été transférés à Yaoundé en 1994. Ils ont été accusés de vol de chèvres. Vol de chèvres. On les enlève de leur village, loin, dans le Grand Nord. On vient avec eux au tribunal militaire de Yaoundé. Mais, vous savez que quand vous êtes traduit au tribunal militaire de Yaoundé, qu'est-ce que vous pouvez faire? On vous envoie toujours aussi à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. En 2000, donc ils sont arrêtés en 1994. En 2000, lorsqu'on appelle leur dossier pour la première fois, on se rend compte qu'il n'y a même pas de plaignant. Le tribunal militaire se déclare incompétent. Je dis bien incompétent. Je ne peux pas les juger. Personne ne peut les juger. J'arrive en 2003 en prison. Ces gars sont toujours là en prison. Je suis sorti de la prison, j'ai laissé ces gars-là en prison. Arrêtés en 1994. Et il y a des cas que je cite dans mon livre. Beaucoup ont non seulement été kidnappés dans des zones très lointaines, mais surtout même, parfois, après avoir passé 10 ans en prison, on dit, bon, ils sont relaxés, mais le problème c'est qu'ils restent en prison. Pourquoi? Parce que, pour sortir de la prison, il faut aussi négocier. Et, on va dire au palais de justice, que non, il manque des rames de papier pour faire ceci et cela et tout et tout et tout. Et du coup, il n'y a pas de levée de clous. J'ai trouvé des gens en prison qui avaient été libérés depuis 3 ans. Mais qui attendaient là. Quand on traite des êtres humains comme ça, ils sont arrivés pour un vol de chèvres. Que comme mon chef de cellule, il m'a dit que quand il a été pris, c'était dans un petit marché où il jouait les pickpockets. Mais quand il s'est confié à moi, Valderrama, un gars étonné, il m'a dit, grand frère, c'est ici que moi j'ai appris le braquage. Et je suis devenu un grand braqueur. Il m'a décrit tous ces braquages. Ils m'ont dit comment ils étaient utilisés par des ministres de la République pour aller braquer ou régler des comptes. Donc, vous partez en prison parce que vous n'avez commis aucun délit. Ou plutôt, vous avez commis un petit délit. Vous ressortez de là étant plutôt un grand bandit.
ça l'horreur de la prison. Joseph Proudhon disait en 1868 que la justice, c'est le respect de la dignité humaine. Quand on ne peut pas offrir à un prisonnier ne serait-ce qu'un matelas pour dormir, quand on ne peut pas offrir la justice à quelqu'un, quand on ne peut pas lui offrir la nourriture, alors que c'est Paul Biya qui lui-même a signé le décret par rapport à l'alimentation des prisonniers. Et dans ce décret, qui est le décret 092 base 58 du 29 mars 1992, est clair. Dans l'article 29, que tout prisonnier a droit à une ration alimentaire équilibrée et suffisante. C'est marqué, c'est Paul Biya qui a signé. Mais les prisonniers n'ont rien à manger. Parfois, c'est des missionnaires qui collectent des choses qu'on appelle ça caritas. En fin de l'année, on vient avec quelques bœufs. Mais quand ces bœufs arrivent, mais ils sont détournés par le régisseur, par l'intendant, par les gardiens de prison. Et qu'est-ce qu'on donne aux prisonniers? On leur donne les pattes et la tête. Ou les os. Je vous demande, quand vous arrivez à la prison de Kondengui, si vous avez la chance, je voulais dire la malchance, de mettre le nez là où on appelle Kosovo, pendant 2 minutes, j'ai dit 2 minutes, si on ne vous amène pas dans un asile psychiatrique, sachez que vous êtes d'une autre constitution. J'en ai souffert. C'est ma foi qui m'a sauvé. C'est Maître Akelemuna qui parfois venait me rendre visite à la cour. Parce qu'il y a une petite cour. Il y a une grande cour. Et pour y arriver, il faut bien évidemment aussi avoir ce qu'on appelle les relations. Comment vous pouvez concevoir que on arrête des gens à Douala, on arrête des gens à Maroua, on arrête des gens à Bafoussam, on les ramène tous à Yaoundé. Et la loi vous dit que lorsque quelqu'un meurt, vous devez communiquer à sa famille. Il n'y a jamais eu de communiqué à la radio. Si oui, vous allez me dire. Est-ce que vous avez entendu à la radio nationale? Est-ce que vous avez suivi sur l'écran télé que quelqu'un est mort et que sa famille peut venir récupérer le cadavre? Non. Ces noms que je cite là, leur famille croit qu'ils vivent toujours. Non, ils sont morts depuis. Ils sont enterrés. Quand je suis arrivé à Kondengui, les gens parlent de la crise anglophone aujourd'hui. En 85, Paul Biya avait déjà commencé, et d'ailleurs le premier homme qu'il a pris dans la région anglophone, c'était un avocat. C'était en 85 qui demandait l'indépendance. Il a pris 114. Quand je suis arrivé, les 114 qui venaient des régions du nord-ouest, vous savez combien restaient? Moins de 14. Tous les autres étaient déjà morts. La famille n'était même pas au courant. Et ça, vous appelez ça un état de droit, un état humain, un état de démocratie. Ça, c'est un état de barbarie. Ça, c'est un état de sauvagerie. Ça, c'est un état d'animaux. Parce que l'homme qui nous gouverne s'appelle l'homme lion. Et tout le monde chez lui, c'est un petit gibier. La révolte d'hier a entraîné, encore une fois de plus, des déportations. Mamadou Mouta, le vice-président du MRC, a été déporté. On ne sait pas là où il se trouve.
Manchou BBC, qui est animateur, qui était animateur dans les régions anglophones, à la radio, célèbre, il n'a jamais pris une arme. On l'a pris là-bas pour venir avec lui à Yaoundé. Il a passé le temps au sel. Et si vous avez pu constater quelque chose, c'est que les morts arrivent très rapidement, à peine on est déposé à Kondengui. C'est notre épuisant. Pourquoi parce que vous passez au sel? Et qu'est-ce qu'on vous fait au sel? On vous torture. On vous met du courant aux fesses. On vous met dans de l'eau. On vous fait des tortures à la picanha, c'est-à-dire c'est des modèles. On vous fait le genre de méchants. Donc quand vous arrivez à la prison, parfois avec des balles aux pieds, vous ne pouvez pas survivre. Vous mourrez. Parce que non seulement vous venez étant affaibli, vous arrivez dans un milieu où il y a trop de microbes. C'est pour ça que vous avez pu constater que quelqu'un est déposé en prison aujourd'hui, et parfois généralement parce qu'on veut qu'il ne meure pas au sec, c'est-à-dire au secrétariat, au sous-sol, au secrétariat d'État à la Défense. Bon, quand on voit que tu as déjà lâché, qu'on t'a déjà beaucoup torturé à la PJ ou au SED ou au GSO, on court donc avec toi, on te balance au niveau de Kondengui, le temps pour toi de mourir là-bas, et le temps que les prisonniers iront te jeter dans la fosse. Les fosses communes, je dis bien que c'est en Kolfoulou. À soi. Non loin de l'université. Regardez comment les gens peuvent transformer un sinistre endroit, un endroit en sinistre lieu de vampire. Et c'est là-bas où se passe le trafic d'ossements humains. Déjà, à Kondengui, on vous vend tout ce que vous voulez du corps d'un homme. Demandez au Kosovo, on vous donne tout. Puisque ça sert pour les pratiques maléfiques. En Kolfoulou, celui qui dit qu'il garde cet endroit, lui-même c'est un grand trafiquant. Vous arrivez, vous lui dites, je veux tel ou tel cadavre. Il vous le laisse prendre. Ce sont les réalités de mon pays. Ce sont les réalités de votre pays. Ce sont les réalités du Cameroun de Paul Biya. Qui peut prendre quelqu'un qui juste a lui à marcher. Vous partez le porter. Il n'est pas de la région du centre, Mamadou Mota. Vous l'amenez en prison. BBC et 4 autres leaders anglophones. Vous les ramenez en prison. Les émeutes déclenchent. Ils n'avaient aucune arme. Vous les enlevez de la prison. Vous les déportez. Depuis quand on enlève quelqu'un de la prison pour le partir avec lui en cellule? Dans quel pays ça se passe au monde? C'est du jamais vu. Et son avocat n'a même pas accès à lui. Et le pire, c'est comment est arrivée cette révolte. Qui l'a organisée? C'est là la vraie question. Et les gens du gouvernement savent ce qui s'est passé. La semaine dernière, l'office de Mbengo, qui est sous-préfet à Douala,